Bonjour, bienvenue dans l'émission des JDL. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la circulation des grues mobiles et de leurs équipements avec 4 invités. Mathieu Dole à ma gauche. Bonjour Mathieu Dole. Bonjour Marion. Donc société Liber. À vos côtés, Benjamin Covas, levageur du groupe Covas. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Éric Stropiana de l'UFL et de l'entreprise Foslev. Bonjour Éric. Bonjour Marion. Et à vos côtés, Jean-Louis Rodier. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Marion. Et Jean-Louis, vous êtes assureur et spécialisé dans les activités de levage. Exactement. Alors Éric, on va commencer avec vous sur la partie réglementaire de la circulation des grues mobiles et de leurs équipements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles de circulation de ces équipements ? Oui, bien sûr Marion. Une grue mobile, c'est un engin routier. C'est un engin routier qui, théoriquement, doit respecter les règles du code de la route. Et le code de la route dit une chose très simple, dit qu'un engin à 2 essieux doit faire 19 tonnes de poids total roulant, un engin à 3 essieux doit faire 26 tonnes, et un engin à 4 essieux doit faire 32 tonnes. Il se trouve que les grues mobiles aujourd'hui sont les engins qui sont classifiés dans les convois exceptionnels. Pourquoi ? Parce que une grue de 2 essieux, elle ne fait pas 19 tonnes, elle en fait plutôt 24 ou 26. Une grue de 3 essieux, elle ne fait pas 26 tonnes, elle en fait plutôt 36. Une grue de 3 essieux ne fait pas 32 tonnes, mais elle en fait plutôt 48. Aujourd'hui, c'est pour ça que les grues mobiles sont classifiées dans les convois exceptionnels. Donc, on doit se conformer à la réglementation, donc l'arrêté de mai 2006, qui déclare toutes les règles applicables au transport exceptionnel, notamment les charges à l'essieu. Et dans les charges à l'essieu, il y a des écartements d'essieu qui sont pris en compte. Et ces écartements d'essieu nous définissent des charges maximales par essieu. Globalement, chez tous les constructeurs, on va retrouver des écartements d'essieu de l'ordre de 1650 mm. Donc ces 1650 mm nous donnent en général 12 tonnes par essieu possible sur une grue mobile. L'exception est faite sur les grues de 2 essieux, parce que sur les grues de 2 essieux, on est plutôt considéré sur les essieux isolés. Et là, on est plutôt sur des 13 tonnes à l'essieu. Voilà un petit peu donc, ce qui régit les règles, la circulation des grues mobiles aujourd'hui sur la France. Sur ces grues mobiles, les équipements, alors on va peut-être les définir parce que notre thématique, c'est vraiment la circulation de ces grues mobiles avec leurs équipements. Donc dedans, on va retrouver les crochets, les plaques. On va retrouver tout type d'accessoires qui équipent ces grues mobiles dans une phase de travail. Ça va effectivement partir, vous avez complètement raison Marion, des crochets. Ça va partir des contrepoids, ça va partir des fléchettes éventuellement, d'extension de flèches, etc., etc. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est plaques de répartition pour les portances au sol, pour répartir les charges au sol. Ça va être aussi tous les accessoires de levage que l'on va embarquer sur ces grues mobiles-là. Tout ça fait partie des accessoires qui accompagnent la grue mobile et qui font partie de ce transport. Alors, quels sont les risques encourus si on était en surcharge avec tous ces équipements sur la grue mobile en cas de contrôle police ou gendarmerie sur la route ? Alors déjà, il faut les levageurs ou ceux qui possèdent des grues roulent avec un arrêté de circulation. Malheureusement pour nous, on a un décret de 1982 qui est toujours en vigueur. Mais ce décret donnait une dérogation à ces fameuses règles du code de la route pour ne pas tomber dans le domaine des transports exceptionnels. Ce décret aujourd'hui, pour les questions techniques, parce que les machines ont évolué, parce que la technologie a évolué, ce décret n'est plus applicable. Dans ce décret, on parle encore de roues jumelées, ce qui n'existe plus sur nos grues mobiles d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, il est quand même toujours en vigueur, mais il n'est plus applicable. Donc, on doit se conformer aujourd'hui au décret, enfin, en tout cas de l'arrêté de mai 2006 sur les transports exceptionnels. Donc, respecter ces fameux 12 tonnes à l'essieu. Là-dessus, théoriquement, les textes sont assez clairs. Les surcharges sont totalement prohibées, entre autres. Si on a une surcharge aujourd'hui, il faut avoir 3 cas de figure différents. Une surcharge de moins de 5% entraîne des amendes. Voilà, c'est des amendes de 4e classe, mais il n'y a pas d'immobilisation du véhicule. Le véhicule peut repartir librement et doit se remettre en conformité dans un temps ultérieur. Entre 5 et 20% de surcharge, donc sur le poids total, on parle bien du poids total. L'immobilisation est prononcée, donc ça veut dire que l'engin n'est pas autorisé à repartir. Et bien sûr, il doit être remis en conformité si c'est possible, bien entendu. Si c'est pas possible, c'est notre débat. Il y a aussi les amendes de 4e classe, qui ne sont pas les amendes pénales, bien on est bien d'accord, 4e classe. Donc c'est les amendes en général de 135 € forfaitaires, mais qui sont cumulables et applicables sur des tranches de surcharge, qu'elles soient à l'essieu ou sur le poids total. Donc ça peut aller vite finalement. Donc ça peut aller très vite, puisque sur une grue mobile, où en général on est déjà sur 12 tonnes à l'essieu, donc sur 36 tonnes par exemple sur une 3 essieux, dès que vous allez avoir une surcharge, vous allez être pénalisé à la fois sur le poids à l'essieu et à la fois sur le poids total.
Donc voilà, tout ça par tranche de 300 ou 500 kilos suivant si on regarde le poids total ou les essieux. Et tout ça, donc c'est les amendes qui se cumulent. Toujours les amendes de 4e classe. L'ultime tranche, je dirais que c'est la surcharge supérieure à 20%. La surcharge supérieure à 20%, là par contre, on n'est plus du tout dans la même catégorie. Puisque là, on est sur du pénal. On est sur les amendes de 5e classe. Et les textes sont assez clairs également là-dessus. Ça peut aller jusqu'à l'immobilisation de la grue sans équivoque, mais aussi jusqu'à la saisie administrative de l'engin, avec une revente au domaine qui se fait donc aux enchères. Et là, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus problématique. Côté entreprise et conducteur, on parle bien de pénal. Donc là, ça veut dire qu'il y a des procédures judiciaires qui sont déclenchées et tout le monde est concerné dans cette surcharge-là. Et là, il s'agit en plus de contrôle sans accident. Il s'agit de contrôles tout à fait banal. Hein. Alors les contrôles aujourd'hui sont de 3 types. Il y a les contrôles des pesées statiques, où là on se fait arrêter, il y a des plaques de pesée, c'est des contrôles organisés en général par les DREAL, etc. Mais aujourd'hui on voit de plus en plus apparaître des pesées dynamiques. Donc soit à faible vitesse, ça existe, notamment sur les zones réservées à des pesées en bord d'autoroute ou des choses comme ça, soit sur des ouvrages d'art directement à pleine vitesse, donc 70, 80 km/h, où les ouvrages aujourd'hui sont équipés de capteurs et sont capables de déceler les surcharges en roulant. Voilà, donc ce ne reste que du préventif, effectivement. On est vraiment sur du contrôle régulier, systématique. Alors, s'il y a un contrôle avec une surcharge, il faut enlever des équipements. Et là, il y a tout ce qu'il faut en termes de remorque. En fait, le levageur doit s'assurer d'avoir une remorque, en tout cas un équipement complémentaire pour emmener ces équipements complémentaires sur le chantier. Tout à fait. L'UFL, que je représente aussi aujourd'hui en tant que président, a travaillé il y a quelques années déjà de ça pour avoir, dans ce fameux arrêté de mai 2006 qui gère les des transports exceptionnels, pour avoir une particularité qui soit bien notée sur les circulations des grues mobiles, et notamment le transport des contrepoids et accessoires. Aujourd'hui, il est dit dans ce texte qu'une grue de première catégorie, donc 48 tonnes maximum, peut être accompagnée par un engin de transport qui lui aussi peut aller jusqu'à 48 tonnes de charge. Il est dit, en deuxième temps, qu'une grue de 2e ou 3e catégorie, donc au-dessus de 48 tonnes, jusqu'à ce qu'on connaît de maximum, des 110 tonnes à peu près, peut être accompagnée par un engin de transport qui, lui, sera automatiquement limité, dans tous les cas, à 72 tonnes de poids total roulant. Donc, il y a des dérogations qui existent. Par contre, effectivement, ça met un petit peu une dérogation à ce qui est dit dans le texte et les transports exceptionnels, parce que théoriquement, un transport exceptionnel ne peut être déclenché qu'à partir du moment où c'est une pièce indivisible, qui ne peut être transportée que par la route et qui ne peut être transportée qu'en son état actuel. Nous, la difficulté, c'est que nos accessoires de grue sont multiples. Et c'est là où ce texte intervient, en donnant l'autorisation finalement au levageur, pour les contrepoids et accessoires de grue, de pouvoir déroger à cette pièce unique et de faire circuler sur les mêmes ensembles routiers plusieurs pièces qui composent une grue mobile en elle-même. L'idéal serait que l'arrêté de 1982, finalement, soit complètement revu et qui s'adapte à votre métier au quotidien. Benjamin Kovas, vous êtes levageur, donc dans votre quotidien, c'est pas simple. Dès qu'il va falloir mettre une remorque, enfin, en tout cas, de pouvoir transporter tous ces poids. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si on doit réellement prendre toute la mesure possible, on va multiplier les camions, le personnel, les risques. Donc, je rejoins tout à fait Eric sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à sortir les grues mobiles du convoi exceptionnel, au moins jusqu'à 4 essieux. C'est ce qui avait été déjà demandé à l'époque. Éventuellement, essayer de monter à 13 tonnes à l'essieu, mais ça, c'est quelque chose qui a été demandé, mais malheureusement, il y a au sein de l'Europe, il n'y a pas les mêmes réglementations dans tous les pays. Il est difficile aujourd'hui d'aller défendre un point, sachant que autour de nous, il n'y a pas les mêmes réglementations partout, puisqu'aujourd'hui, Liebherr est capable de livrer une machine avec un poids d'essieu différent d'un pays à un autre. Donc pour nous, il est vraiment difficile de s'accorder sur une législation à la rigueur européenne. Aujourd'hui, en tout état de cause, toute machine, jusqu'aux 3 essieux, peut être autonome. Au-delà des 4 essieux, il faut un camion systématiquement. Alors, il n'y a pas d'uniformisation à l'échelle européenne. Alors, vous, Liebherr, vous êtes constructeur de ces grues mobiles. Vous proposez forcément des produits, des matériels qui sont conformes à l'ensemble des réglementations dans les pays européens et même au niveau mondial. Est-ce qu'on peut avoir un petit topo de ce qui se passe ailleurs ? On a nos 12 tonnes à l'essieu là en France. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, en Allemagne, au UK, voilà.
Oui, en effet. Donc, nous, on construit nos machines en fonction d'une norme machine qui s'appelle la norme FEM et qui nous contraint sur tout un tas de choses au niveau de la sécurité, au niveau de la résistance des matériaux. Et en plus, effectivement, on se doit d'adapter nos matériels à la législation routière de chaque pays. La France est à 12 tonnes à l'essieu, comme l'a décrit Eric tout à l'heure. L'Allemagne est à 12 tonnes à l'essieu dans certaines, ce qu'on appelle les lenders en Allemagne, mais également à 10 tonnes dans certains autres lenders. Donc il y a des spécificités par région. Ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas en On a France. la chance de ne pas l'avoir, ça. Ce que l'on n'a pas en France, effectivement. Par contre, dans les arrêtés de circulation, on peut avoir des exigences demandées par les communes ou les départements. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, si on a d'autres contraintes, en fait. Oui, oui. Oui, en France, on a d'autres contraintes qui viennent s'ajouter aux contraintes de la norme européenne. En Angleterre, par exemple, vous allez pouvoir monter à 16 tonnes 5 à l'essieu. Avec la même vitesse, par contre? Alors non, par contre, la vitesse est abaissée à 50 km/h, dans le cas où vous êtes à 16 tonnes 5. Donc nous, en tant que constructeurs, on se doit de construire des machines qui soient capables d'avoir des configurations différentes qui s'adaptent à chaque législation routière de chaque pays. Alors, l'utilisateur qui ne respecterait pas ses poids, quels sont les risques pour vous, vos matériels? La principale problématique, ça va être l'usure prématurée du véhicule et également le changement de ses propriétés physiques, on va dire. C'est-à-dire que si vous alourdissez le véhicule, vous allez avoir des distances de freinage qui vont s'accroître et donc ça pose un problème de sécurité. Si vous surchargez le véhicule, vous allez forcément amener plus de contraintes sur les essieux, sur les pneus, sur le freinage. Donc, vous risquez une usure prématurée également du véhicule. Et donc, forcément, des coûts d'entretien supérieurs à un usage normal. Des risques routiers, Eric, aussi, comme l'a évoqué rapidement Mathieu. Mais est-ce qu'il y a d'autres risques? Tout à l'heure, vous parliez des ouvrages d'art avec les pesées dynamiques. Ça aussi, ça peut être un problème. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, une grue mobile, c'est un engin qui se doit d'être compact pour accéder au maximum de chantiers, être agile au sein des chantiers. Cette compacité, elle a un prix, quelque part. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus agressif en termes de concentration de charge sur un ouvrage d'art que ce que l'est un semi-remorque, ou ce que l'est un autobus, ou ce que l'est une voiture classique. Donc, on a tendance, effectivement, à être beaucoup plus contraignant sur les ponts, clairement, mais on est aussi beaucoup plus contraignant sur les chaussées. Donc, tout ça, donc on est un taux d'agressivité qui est supérieur à ce que l'on peut retrouver dans le domaine standard. Ça correspond quand même aux normes du transport exceptionnel. Il faut avoir conscience quand même que la circulation des grues mobiles représente en termes de fréquence ou de quantité par jour quelque chose de très faible. C'est infime. Voilà, infime. Donc c'est pour ça que ces dérogations-là sont d'ailleurs données dans le texte et les transports exceptionnels. Ça doit rester quelque chose de, comme c'est dit, d'exceptionnel. Ça doit rester quelque chose qui, en termes de volume et de fréquence, n'est pas très grand. Et effectivement, on tombe dans ces contraintes-là. Par contre, on est très agressif sur les ouvrages. Il faut être réaliste. Et aujourd'hui, donc les pesées dynamiques qui sont mises en place sont pour identifier ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, il faut être réaliste aussi. On a un taux d'ouvrage, en tout cas sur le territoire national français, qui est dit pathologique, qui est très important. Ce sont les ouvrages, pour la majorité, qui ont été construits dans les années 70, qui ont vécu et qui sont aujourd'hui fatigués. Et pas forcément entretenus. Donc, et pas forcément entretenus. Poids extrêmement lourds, c'est pénalisant. Exactement. Donc, on a un risque matériel, on a un risque sur nos infrastructures routières, sur nos ouvrages d'art, des risques aussi, évidemment, sur la qualité de freinage. Un risque assurantiel, Jean-Louis Rodier, ou pas? On va distinguer deux typologies d'assurance. On va distinguer la responsabilité civile. Ce qu'on retrouve pour les grues, c'est avant tout la responsabilité civile de circulation. Où là, les assureurs, lorsqu'une grue va causer un dommage à un ouvrage, à un environnement ou autre, l'assureur, on est dans le cadre d'une assurance obligatoire, où donc l'assureur ne va pas pouvoir échapper à sa garantie. Il va être obligé de prendre en charge le sinistre. Donc je dirais que sur un problème de RC circulation, on n'a pas trop de soucis. Je prends toujours le parallèle un peu simple de dire si demain vous prenez votre voiture, vous roulez à 150 sur l'autoroute, vous provoquez un accident, vous n'avez pas respecté le code de la route, pour autant votre assureur paiera les conséquences de l'accident. Donc sur un point de responsabilité civile, on n'a pas réellement de soucis. Par contre, en assurance de dommages, ce qu'on appelle habituellement le bris de machine,
Là, l'assureur va pouvoir considérer que le dirigeant ou le propriétaire de la grue a pris un risque et que ce risque, il doit l'assumer lui, mais pas l'assureur. Donc, on peut avoir un désengagement de l'assureur au moment de la prise en charge d'un sinistre qui peut avoir un volet responsabilité civile et un volet dommage à la grue. Donc voilà, si le chef d'entreprise volontairement fait partir sa grue mobile en surcharge. Tout à fait. Et dans quel cas de figure le levageur n'est pas assuré? Alors, hormis ce cas de figure-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, de manière majeure, non, il n'y a pas d'autres cas de figure. C'est vraiment la prise de risque où l'assureur considère qu'il n'y a plus d'aléa. Et la base de l'assurance, c'est l'aléa. Donc, quand il n'y a plus d'aléa, l'assureur n'est pas là. Et il y a le volet pénal où quand effectivement, suite à un sinistre, il y a un volet pénal de déclencher, l'assureur n'accompagne pas son assuré dans sa propre défense. Et quand il y a des dommages corporels, Oui. Comment ça se passe? De la même manière, l'assureur RC Circulation est obligé de faire face à ses engagements financiers. Et si un grutier venait à surcharger sans l'accord, évidemment, du dirigeant, du chef d'entreprise, il n'est pas au courant, mais le grutier, lui, surcharge. Alors, ça, c'est notre axe de défense en tant que courtier vis-à-vis de l'assureur. C'est de dire que le comportement d'un collaborateur, d'un opérateur ne doit pas pénaliser le chef d'entreprise de par ses agissements. Donc, c'est vrai que lorsque l'assureur nous oppose le fait qu'il n'y ait plus d'aléas, on dit non, ce n'est pas opposable au chef d'entreprise, à l'assuré lui-même. Donc, il n'y a pas de sanction? Il n'y a pas de sanction. Dans ce cas-là très précis. Par contre, quand c'est le chef d'entreprise qui est au volant de la grue, là, ça peut poser problème. Aujourd'hui, assurer le métier de levageur, c'est pas simple. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup d'assureurs en France qui assurent les levageurs? Aujourd'hui, si on veut parler de programme assurantiel complet, c'est-à-dire de la responsabilité civile circulation, du dommage, de la responsabilité civile exploitation, on va dire qu'il y a 5 assureurs en France susceptibles de prendre en charge tout l'environnement assurantiel de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui les freine en fait? La méconnaissance totale du monde des grues mobiles. Aujourd'hui, les assureurs ont beaucoup de mal à faire le distinguo entre une grue à tour et une grue mobile. Ce qui nous oblige régulièrement, quand nous, en tant que courtier, on visite les assureurs pour leur présenter des affaires, de venir avec des maquettes de grues et leur expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les risques, et de faire abandonner toutes leurs peurs relatives aux grues mobiles. Qui, en plus, quand on parle de convoi exceptionnel, pour un assureur, le convoi exceptionnel, c'est risque aggravé, c'est voilà. Est-ce qu'il y a aussi des exigences en termes de financement ou pas sur cette partie? Non, pas particulièrement. Est-ce que c'est un métier où il y a une fréquence importante de petits sinistres, le panneau qui est abîmé? Alors, en RC Circulation, oui, il y a une fréquence. Ce qu'on retrouve avec les grues, c'est les ronds-points, les plaques d'égout, les candélabres, les accidents de circulation avec un tiers automobile, moins. Pourquoi? Parce que quand vous avez une grue en face de vous, en général, vous la laissez prendre de la distance, vous évitez de vous intercaler entre elles. Donc, avec les voitures, enfin les autres usagers de la route, il y a peu d'accidents. Par contre, sur ce qu'on appelle nous les chocs avec les corps fixes, là oui, il y a une fréquence qu'on peut pas nier. Alors aujourd'hui, finalement, si il y a des difficultés à se faire assurer, en tout cas trouver le bon assureur qui soit à même de vous assurer. Aujourd'hui, aller se battre sur le prix de l'assurance, ce n'est même pas possible. Enfin, le combat d'un courtier, maintenant, il a dû changer. Voilà, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est votre rôle, c'était de faire payer moins cher. Voilà, maintenant, c'est de trouver un assureur. Et une fois qu'on a trouvé l'assureur, de trouver la bonne adéquation financière. L'assureur étant particulièrement intéressé aux passifs sinistres, aux fameuses statistiques sinistres des levageurs. Avant, un assureur nous réclamait des stats sur 36 mois. Aujourd'hui, il nous réclame des stats sur 5 ans. Donc, la difficulté, elle est là aujourd'hui. Et une fois qu'on a trouvé l'assureur, on discute du prix. Et puis, avant, on va discuter du schéma assurantiel où là, on va rajouter des franchises, on va limiter les garanties. Et après, on va discuter du prix. Le grutier, lui, il n'a pas une assurance spécifique qui pourrait être faite pour son métier. Non. À part une individuelle, ce qu'on appelle une individuelle conducteur, où là, on va le protéger en tant que conducteur s'il est blessé ou corporellement abîmé dans un accident. Là, il y a cette assurance-là. Mais sinon, non, le grutier n'a pas d'assurance particulière à prendre, sauf lorsque c'est un grutier indépendant qui se met au service des levageurs, où là, il va devoir souscrire quasiment la même typologie d'assurance qu'une entreprise de levage. Alors,
J'espère que ça arrive pas, mais si un grutier était pris sous alcool ou même sous stupéfiant, comment ça se passe en termes d'assurance? En RC circulation, même schéma. L'assureur qui couvre la RC circulation va être obligé de prendre en charge les conséquences du sinistre, quand bien même vous êtes en état d'alcoolémie ou de stupéfiant. Par contre, les dommages, alors là, les dommages subis par la grue ou par le véhicule, lorsque c'est un tracteur routier ou un véhicule léger, là, non pris en charge. Et là, l'exclusion est bien claire dans les contrats d'assurance. Là, c'est pas forcément le sujet parce qu'on parlait de la circulation, mais quand même en exploitation. Oui. Faire un petit topo rapide sur l'assurance quand la grue mobile est en exploitation. Oui, on tombe sous le coup de l'assurance RC exploitation souscrite par l'entreprise de levage, où là, on va avoir, je dirais, 2 axes principaux en ce qui nous concerne, nous, courtiers, quand on place le risque. C'est la location de grue, avec ou sans opérateur, et la prestation de levage. En location, on est sur une obligation de moyens, donc je dirais l'exposition à la responsabilité du levageur est très limitée. Il se doit d'avoir une grue en bon état qui a satisfait à tous les contrôles et un opérateur compétent pour cette grue-là. Par contre, dès qu'on bascule en prestation, là, la responsabilité du levageur devient pleine et entière, puisque c'est lui qui a la responsabilité de toute la tenue de l'opération en elle-même, avec juste un bémol, la tenue des sols, qui est un vrai sujet, où là, dans les conditions générales de l'UFL, la tenue du sol, qu'on soit en location ou en prestation, incombe au donneur d'ordre. Mathieu Dole, aujourd'hui, il est quand même compliqué, par exemple, en exploitation, de chiinter le système de contrôle de la grue quand c'est en exploitation. Est-ce que pour les grues mobiles, les constructeurs peuvent apporter des solutions techniques en cas de surcharge pour la grue en circulation, comme on l'a sur la grue en exploitation? Ah oui, en effet. Donc concernant le travail en tourelle, on est aujourd'hui soumis à la norme EN 13000 qui effectivement a enlevé la possibilité de chanter. Enfin, pas totalement. On peut toujours le faire, mais de manière très très contrainte, donc de manière vraiment délibérée. Et ça s'est enregistré, donc là, il n'y a pas de débat. En ce qui concerne la partie routière, alors aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent, par exemple, de mesurer la pression des pneus. On peut également mesurer la pression sur la suspension. Donc, on peut avoir une indication au niveau du tableau de bord d'une éventuelle surcharge. Par contre, il n'y a pas de système contraignant qui évite à la grue, par exemple, de démarrer. Technologiquement, je pense que ça pourrait être fait. Néanmoins, la norme FEM dont j'ai parlé tout à l'heure ne l'exige pas pour le moment. Donc, les constructeurs, comme ils construisent des grues pour le monde entier, ne cherchent pas à le faire parce que ce n'est pas exigé pour le moment par la norme. Éric, cette norme qui devrait évoluer, vous, sous le couvert de l'UFL, est-ce que vous travaillez avec les constructeurs, avec les autorités pour faire évoluer votre métier et cette réglementation? Bien sûr, Marion. On y travaille depuis de très nombreuses années. Notamment, l'UFL aujourd'hui est engagé dans le comité de normalisation européen et représente les utilisateurs français de ces grues. On y travaille notamment sur l'évolution et sur la révision de la norme EN 13000, dans lequel l'UFL a demandé au comité de normalisation certains aménagements pour que justement on puisse pallier à cette circulation avec des masses qui seraient éventuellement trop importantes, mais aussi sur d'autres sujets, des sujets d'ergonomie, des sujets, il y a plein de sujets différents. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces commentaires que l'on apporte sont soumis au comité européen et donc sont soumis à tous les pays qui composent ce comité. Les constructeurs en font partie également et donc sont soumis à un vote. Aujourd'hui, ce vote n'a pas défini, en tout cas n'a pas autorisé l'inscription dans la révision de la norme de nos demandes. En tout cas, demandes qui étaient franco-françaises. C'est pas grave. L'idée fait son chemin. On voit bien qu'aujourd'hui, pour qu'une idée mûrisse, il faut un peu de temps. En tout cas, aujourd'hui, tous les pays nous ont entendus. L'idée va faire son chemin. Je ne perds pas espoir qu'effectivement, un jour ou l'autre, cette norme soit modifiée. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je rejoins Mathieu, je pense que technologiquement, ça doit être faisable. Ce qu'on demandait dans ces commentaires au niveau de l'UFL, au niveau de la France, c'était de pouvoir limiter la vitesse maximale de déplacement quand la grue, en tout cas les charges à l'essieu de la grue, n'étaient pas conformes aux prescriptions locales. Alors, qui dit prescription locale dit aménagement suivant les pays. Mathieu, tu l'as très clairement expliqué tout à l'heure.
et on demandait à ce qu'il y ait un bridage en termes de vitesse. Pourquoi ? Parce que un levageur, aujourd'hui, il va circuler sur un chantier qui n'est pas une voie publique ouverte à la circulation, qui a besoin de pouvoir circuler parce que les machines ont les aptitudes de le faire aujourd'hui au niveau technique. Comme on l'a dit, hein, on est sur des pays qui sont aussi beaucoup plus importants que nous en termes de charge à l'essieu. Donc à faible vitesse, la condition, c'était bien entendu de réduire la vitesse, mais à faible vitesse, on a l'aptitude de se déplacer sur ce chantier sans être obligé de déséquiper complètement l'engin pour faire 50 mètres pour changer de position. Donc ce bridage de vitesse, pour nous, à notre sens, doit permettre ce déplacement. Par contre, effectivement, il n'est pas envisageable aujourd'hui pour qui que ce soit l'entreprise, que ce soit l'opérateur, etc., de pouvoir engager la voie publique quand on est bridé à 25 km/h, par exemple. Voilà. C'est irréaliste. Ça serait fou. Donc c'est ça que l'UFL a demandé. L'UFL, il travaille toujours. On est toujours au comité de normalisation. La norme a été une première fois amendée, on va dire, mais n'a pas été validée dans ses versions définitives. Des allers-retours sont en train d'être faits entre les comités de normalisation des différents pays pour justement refaire une passe sur ces commentaires. Moi, je ne perds pas espoir, parce qu'à un moment donné, c'est qu'on est gain de cause. Voilà, donc ça, c'est très clair. C'est très clair. Maintenant, le message que je peux passer au niveau de chaque constructeur, c'est prenez conscience. Prenez conscience, aidez-nous. Ça pose des problématiques phénoménales. En termes de sécurité, en termes de concurrence, en termes de... Voilà, donc il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont issus de tout ça. Les aménagements que l'on demande au niveau français, je pense que les autres pays européens n'en ont peut-être pas conscience aujourd'hui, parce que la France est toujours un petit peu en amont de ces problèmes de sécurité, de ces problèmes d'ergonomie, etc. Mais dans l'esprit, cela va se diffuser, cela va venir au niveau de tous les pays européens dans tous les cas. Ils ont le même problème, la même problématique que nous. Il y a une problématique de formation. Il y a une problématique de compétences. Aujourd'hui, à l'école, personne ne vous dit vous allez devenir grutier de grue mobile, par exemple. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des profils, il faut qu'on les forme. Donc, ça, c'est le rôle des entreprises. Mais donc, tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit accompagné par les évolutions technologiques et tout ce qui va avec. Vous êtes levageur, Benjamin Covas, et vous, en tant que levageur, qu'est-ce qu'il faudrait adapter pour faciliter le métier aujourd'hui ? Sur la partie circulation, je pense qu'il faudrait avoir un peu plus d'accompagnement au niveau du personnel. Ces dernières années, on a vu des gens arriver dans la profession avec peu de formation, des gens qui débarquent avec un permis poids lourd en poche, qui n'ont jamais bien même fait de transport. Donc il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, rouler une grue mobile, c'est pas comme rouler un camion de 19 tonnes tout à l'heure, ce qu'on disait. C'est qu'aujourd'hui, une grue mobile de 26 tonnes fait 2 essieux, alors qu'un porteur fait que 19. On a déjà 7 tonnes de plus. Il faut comprendre que on n'a pas les mêmes distances de freinage. Il faut qu'il y ait un réel accompagnement, autant des centres de formation. Je pense que aujourd'hui, sur le milieu de l'agriculture, par exemple, on est en train de défendre des idées où il va falloir qu'on forme les gens beaucoup plus qu'auparavant, puisque malheureusement, le terrain ne peut plus le faire. Parce que la réalité économique fait que quand une personne arrive, le lundi, elle commence et le vendredi, voilà, il faut qu'elle travaille. Et malheureusement, on n'a pas assez d'accompagnement. Il ne faut pas oublier une chose, une personne qui conduit une 40 tonnes aujourd'hui ne peut pas conduire une 100 tonnes demain. L'expérience est nécessaire. Il manque vraiment, il y a un réel manque d'expérimentation au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a un attrait de gain au sein du levage. Ce qui se passe, c'est que les gens viennent dans le levage, pour certaines personnes, juste par l'appât du gain, et non pas par l'amour du métier. Le levage a toujours été quand même une fibre. Tout autant qu'on est pour la plupart. On était tous passionnés. Et aujourd'hui, cette passion, on la perd au détriment de l'argent. Pour des personnes qui veulent venir juste par l'appât du gain et non pas de comprendre. À l'époque, on avait du matériel simple avec des gens ingénieux. Aujourd'hui, on a du matériel ingénieux. Merci à nos constructeurs. Mais des personnes qui ne cherchent pas forcément à comprendre. Pourquoi on répartit la charge ? Pourquoi on doit mettre les contrepoids devant et non pas le laisser derrière ? Parce que des fois, on peut avoir ces cas de figure. Ou j'ai oublié de remettre le contrepoids sur le chevalet devant. Et puis la répartition de charge n'est plus la même. Puis premier coup de frein, la grue part devant. Donc il y a un réel accompagnement. Mais nous aussi, en tant qu'utilisateurs, on se doit de les former. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, pour déjà nous-mêmes demander certaines réglementations, il faut déjà aussi qu'on s'éduque. Pour reprendre la partie de charge à l'essieu, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une solution comme le fait de sortir du convoi exceptionnel. Mais le convoi exceptionnel chez les levageurs, au sein des grutiers, ils ne le connaissent pas. Alors qu'un chauffeur routier le connaît. Il y a vraiment un réel accompagnement de notre part. Et ça, moi le premier, j'ai commencé dans les grues. Donc au sein de ma société, je sais tout conduire. Et je connais toutes les normes.
Par contre, il est dur de faire comprendre certaines choses à des personnes où vous avez des personnes face à vous qui sont assez hermétiques et on leur dit non, il y a des itinéraires, on a des cartes de première, deuxième catégorie. Pourquoi ? Parce que effectivement, aujourd'hui, on est soumis à la réglementation et il faut déjà que nous-mêmes, on la respecte. Je suis complètement d'accord avec Benjamin. On a une problématique fondamentale dans nos métiers, c'est la recommandation de la CRAM sur les CACES. La recommandation de la CRAM aujourd'hui, en tout cas sur la France, a fait légion de manière générale en disant du moment que nos grutiers disposent d'un CACES, donc du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, ça veut dire qu'ils sont aptes. Pas tout à fait. Aujourd'hui, le CACES, il faut le voir comme un code de la route. On va vérifier certaines aptitudes, certaines compétences des personnes, à savoir est-ce qu'ils sont aptes effectivement à travailler en sécurité, mais travailler avec l'agrumobile, quand elle est calée, quand elle est arrivée sur le chantier, etc. Ce qui manque dans ce CACES aujourd'hui, dans un programme de formation qui serait même beaucoup plus vaste que le CACES, parce que le CACES aujourd'hui, c'est juste une question de législation, ce serait vraiment un accompagnement sur la formation. Et encore à ce jour, il n'y a pas de centre véritable qui propose de former des grutiers avec une partie routière. Ça manque. C'est le cœur de métier, en plus. Et c'est une grosse partie du métier, finalement. Et aujourd'hui, effectivement, avec un simple permis poids lourd, un permis C en poche, on est apte, parce que c'est un véhicule non articulé, à pouvoir circuler avec une grue mobile, quel que soit le tonnage. Alors, il y a des conditions d'âge, on est d'accord, mais quel que soit le tonnage sur la route, et avec des conditions de convoi exceptionnelles que en tout cas que les conducteurs n'ont jamais découvert, ça n'aura jamais été expliqué. Donc on a quand même un vide dans ce CACES-là qu'il va falloir combler à un moment donné. Je pense que pour le combler, c'est pas dans la prérogative de la CRAM, ni de l'INRS qui travaille aussi derrière tout cela. Je pense que ça ne peut venir que les entreprises elles-mêmes, sur lesquelles il faut qu'on trouve un centre de formation qui soit capable de se pencher sur le sujet. Et l'UFL a déjà travaillé aujourd'hui, a déjà pris contact avec l'AFTRAL par exemple, parce que l'AFTRAL c'est une grosse partie aussi de transport routier, pour essayer de monter un module de formation très spécifique dans lequel il y aurait une partie routière forte, une partie grue mobile, parce que l'AFTRAL aussi délivre des CACES, pour compléter et avoir une formation qui, cette fois-ci, soit complète. Si on résume un petit peu les besoins aujourd'hui du métier, c'est de confier déjà les missions à des grutiers qui sont expérimentés et formés, avoir les bonnes assurances, évidemment, respecter les charges et puis faire évoluer à la fois la norme et à la fois la formation avec le CACES. Donc il y a quand même plusieurs sujets, en tout cas, à travailler à la fois pour vous en tant que constructeur, levageur, assureur, et pour l'UFL, pour la fédération. Je vous remercie tous les quatre pour cet éclairage très constructif et pour bien comprendre la circulation des grues mobiles et de ces équipements. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur JDL TV. À bientôt.